Je crois que si on veut faire dans 30 ans un sommet Rio plus 60 plus 30, il va falloir qu'on s'active, hein, clairement. Ça va être aussi aujourd'hui ce dont nous allons discuter. Juste peut-être pour donner quelques éléments d'introduction et avant de présenter nos intervenants, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, je voulais peut-être partager avec vous en me présentant quelques réflexions sur le monde d'après, puisque nous sommes donc dans cette logique d'examen, de prospective. Que pouvons-nous faire? Quels sont les défis à relever sur les 30 ans qui s'annoncent? Donc je suis Bastien Alex, je suis le responsable du programme Climat-Énergie au WWF France. Vous imaginez bien que c'est un sujet qui nous intéresse un petit peu, le monde d'après au WWF, et sur lequel on essaie de travailler, et en tout cas de peser dans le débat. Je voudrais juste, en écho aussi à ce qu'a pu dire Dominique, donner juste 3 éléments qui peuvent éventuellement se retrouver dans la vision que nous avons de ce monde d'après. Je crois qu'effectivement, le monde d'après, s'il doit exister, devra être sobre. C'est une nécessité absolue. Il nous faut réduire nos niveaux de consommation à différents degrés, hein, selon les ressources, mais en tout cas, il nous faut vivre de manière plus sobre. Et avec cela, bien sûr, vient la deuxième notion importante, qui est la notion de justice et d'équité. Il y a souvent une notion de transition juste qu'on met en avant. C'est l'idée, effectivement, que tout le monde doit faire un effort, notamment les plus riches, dans cette idée de mieux répartir les richesses et de ne pas faire supporter aux populations les plus défavorisées les efforts de réduction des émissions. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. Et je crois que le gros défi qui nous est à tous posé, c'est celui de la cohérence. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une simplicité biblique. Mais effectivement, on a pris, on l'a dit ce matin, beaucoup d'engagements, beaucoup de choses, beaucoup de contenu finalement, hein, dans ces déclarations à Rio. Sans qu'on ait été vraiment en mesure de toujours tout mettre en œuvre. Je crois que c'est aussi le chantier absolu, c'est la mise en œuvre. Maintenant, il faut tout simplement regarder les politiques que nous avons développées et essayer de les mettre en application. On a des plans, par exemple, d'adaptation dans tous les pays aujourd'hui. Certains sont très fournis. Mais quand on s'intéresse à leur mise en œuvre, on a beaucoup plus de mal généralement à trouver des informations précises. Donc quand je dis cohérence aussi, je voudrais faire référence peut-être à un rapport récent qu'on a sorti au WWF qui met en avant le quinquennat à venir et donc la nécessité de faire face à cette crise écologique en proposant tout simplement une notion de passe climatique qui est l'idée que toute décision et adoption de mesures dans le quinquennat qui vient soit adossé au respect des engagements que nous avons pris, notamment en termes de climat et de biodiversité. Rien de révolutionnaire, me direz-vous, mais somme toute quelque chose que nous ne sommes toujours pas en mesure de faire. Donc voilà ces quelques mots que je voulais partager avec vous. Avant de présenter nos intervenants, parce que nous sommes 6, donc Dominique nous a fait l'honneur de ce petit speech inaugural. Nous avons donc 6 intervenants pour traiter du sujet du monde d'après après lui. Donc Valérie Masson-Delmotte, vous êtes directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe 1 du GIEC. Jean-Henri Cobert, vous êtes président de la Société française de prospective et Dieu sait que nous en avons besoin aujourd'hui. Sylvie Lemay, vous êtes ambassadrice française pour l'environnement. Philippe Mauguin, président-directeur général de l'Institut national de la recherche, alors non plus agronomique, mais pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, hein, si je dis bien. Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et Rosa Björk-Brynjolfsdotter, je ne sais pas si je n'ai pas trop écorché votre nom, j'ai essayé de m'entraîner en tout cas. Donc on a jusqu'à, je crois, la demi, c'est ça, donc 16 heures. Pardon ? D'accord. Pour débattre de ces questions et ensuite nous échangerons avec vous, parce que j'imagine que ça suscitera beaucoup de questions de votre part, tant la richesse des sujets que nous avons brassés dans ces quelques minutes est importante. Alors je voulais me tourner d'abord vers vous, Valérie, pour revenir un petit peu en partie sur ce qu'a dit Dominique aussi, et notamment pour peut-être éclaircir notre futur climatique et cette idée qu'il nous reste 3 ans pour agir. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus en partie? Et alors je vous demanderai évidemment, je suis le gardien du temps aujourd'hui, ce qui est toujours le sale boulot, passez-moi l'expression. Donc je vous demanderai d'essayer de limiter vos interventions à 8 minutes, histoire qu'on ait vraiment le temps nécessaire pour échanger avec la salle et prendre quelques questions. On dit 8 pour que vous fassiez 10, vous savez bien. Merci beaucoup. Valérie, c'est à vous. Merci beaucoup. Et donc, il y a 30 ans, moi, j'étais étudiante. 30 ans après, j'ai supervisé plusieurs rapports du GIEC au cours des dernières années, avec des milliers de chercheurs du monde entier. En 2050, mes filles auront mon âge. Ce rapport au temps, je pense que chacun d'entre nous l'a intimement, ce que l'on prépare pour les suivants. Donc nous vivons aujourd'hui avec ce qui était anticipé par les premiers rapports du GIEC. Des changements climatiques généralisés, rapides, qui s'intensifient. Aujourd'hui, c'est un fait établi,
que l'intégralité du réchauffement observé, qui atteint maintenant 1,1 degré depuis la fin du XIXe siècle, est due à l'influence humaine. C'est le résultat de plus d'un siècle d'utilisation non soutenable de l'énergie, de l'utilisation des terres, de styles de vie, de structures de production et de consommation non soutenables. Et nous savons aujourd'hui que cette influence humaine sur le climat, elle n'a pas que des effets chroniques, mais aussi des effets aigus, en rendant plus fréquents et plus graves les événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les pluies extrêmes et les sécheresses. Ce n'est pas une question de génération future, cela affecte les populations, les écosystèmes terrestres, marins, partout dans le monde. Dans chaque région, nous sommes affectés de multiples manières. Et plus le curseur va continuer à monter pour le réchauffement planétaire, plus en fait cela continuera à intensifier ces multiples facettes d'un climat qui change. Nous voyons déjà des perturbations dangereuses et généralisées dans la nature. La moitié des espèces étudiées, la moitié se déplacent, aussi bien dans l'océan qu'au-dessus des terres. Certains écosystèmes se dégradent. Nous voyons des impacts qui menacent la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, et qui affectent la santé, notamment du fait des extrêmes chauds. Nous savons que 3,5 milliards de personnes sont extrêmement vulnérables, leurs moyens de subsistance étant très sensibles à l'évolution du climat. Nous voyons une action en matière d'adaptation qui monte en puissance, mais des progrès inégaux, pas suffisamment rapides, réactifs, mais qui ne nous préparent pas aux caractéristiques multiples qui vont continuer à s'amplifier dans chaque région dans les décennies à venir. En un mot, nous courons lentement derrière un climat qui change vite. Où allons-nous ? Nous ne sommes pas aujourd'hui sur la bonne voie pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, l'une des aspirations de l'accord de Paris sur le climat. Même si dans le monde, des politiques publiques, des lois ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique, réduire la déforestation, pas toujours, d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, même s'il y a eu une chute des coûts de l'électricité solaire, éolienne ou des batteries, même si les capacités installées ont bondi, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde ont continué à augmenter, dans le monde, dans chaque secteur. Le seul signal encourageant, c'est un ralentissement de la hausse des émissions de CO2 cette dernière décennie, du fait des énergies fossiles et de l'industrie. Néanmoins, nous connaissons les leviers d'action qui sont disponibles dans chaque secteur. Nous connaissons les options, les infrastructures, les politiques publiques qui sont nécessaires pour permettre à chacun d'avoir un style de vie bas carbone. Grâce à l'utilisation des objectifs du développement durable, comme grille d'analyse de ces différentes options d'action en termes d'adaptation, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, nous savons qu'il est possible d'améliorer la qualité de vie, la santé, par des paquets de politiques publiques pour engager des changements systématiques. Ces solutions, elles sont là. Elles sont développées, elles sont évaluées, leur faisabilité, leurs coûts, leurs conditions de mise en œuvre. Si elles sont déployées maintenant, on pourrait diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Il y a un enjeu majeur de financement. Les financements actuellement mis en œuvre sont 3 à 6 fois inférieurs au niveau requis d'ici à 2030. Donc il est critique de les sortir du secteur des énergies fossiles et de les mettre au service de ces solutions, et tout particulièrement dans les pays en développement. Donc la situation, elle est évidente. Les prochaines années vont être critiques. Nous allons atteindre 1,5 degré de réchauffement dans les prochains 20 ans, même si on agit fortement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les impacts à court terme vont dépendre des actions en matière d'adaptation. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne font que stagner au niveau actuel, alors en fait, en 2050, on dépassera 2 degrés et on pourrait atteindre 3 degrés en fin de siècle. Donc dans 30 ans, quel sera le paysage pour le 12e rapport du GIEC ? Est-ce qu'on regardera en arrière en se disant, sur la base des connaissances de 2022, on a agi à l'échelle des enjeux, on a réduit massivement les rejets de dioxyde de carbone pour atteindre des émissions à net zéro dans les pays riches en 2050 ? C'est possible. Est-ce qu'on aura anticipé sur les stratégies de gestion de risque pour le littoral ? Est-ce qu'on aura protégé les écosystèmes et continuera à bénéficier de leurs fonctions, de leurs services ? Ou est-ce qu'on gérera, dans 30 ans, crise après crise ? Les risques de perte de biodiversité vont continuer à augmenter pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Incendies de forêt, dégradation des coraux, mortalité des arbres, dépérissement de forêt. Les impacts et risques vont devenir de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Nous sommes maintenant dans une situation majeure de crise alimentaire. Chaleur extrême et sécheresse
entraîne des pertes de rendement agricole. Le stress thermique entraîne une baisse de capacité de travail physique. Chute de revenus, hausse des prix des produits alimentaires, ce sont des conditions tragiques qui exacerbent la malnutrition et ses conséquences. C'est une réalité aujourd'hui, c'est intensifié pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Pour donner un ordre de grandeur de l'escalade des risques, les risques d'extinction d'espèces dans les zones critiques pour la biodiversité, ce risque est multiplié par 10 entre un réchauffement de 1,5 degré et 3 degrés. Protéger la biodiversité, c'est aussi limiter le réchauffement. Dans un climat qui se réchauffe, le cycle de l'eau s'intensifie et devient plus variable. Davantage de saisons et d'événements très humides et très secs. Et il y a des limites dures. À 2 degrés, les régions qui dépendent de la fonte de la neige vont faire face à une diminution de 20% de la disponibilité en eau pour l'agriculture. À 2 degrés, les extrêmes chauds dépasseront fréquemment les seuils de tolérance connus pour les rendements agricoles et la santé humaine. On a déjà mis en route une fonte des glaciers, une accélération de la fonte du Groenland et de l'Antarctique depuis les années 90, une accélération du rythme de montée du niveau de la mer. Nos conséquences affectent même l'océan profond. On ne pourra pas revenir en arrière. La montée du niveau de la mer, elle va augmenter les submersions chroniques à marée haute, avec une escalade attendue dans les décennies à venir, les inondations lors des tempêtes. 1 milliard de personnes seront exposées à ces conséquences d'ici à 2050. Comment on gère les risques sur le littoral? On peut restaurer des écosystèmes, on peut avoir des ouvrages de protection en dur, on peut décider d'arrêter d'y construire, on peut planifier un recul, mais ces actions, elles mettent des années à être préparées, déployées, financées, mises en œuvre et être efficaces. C'est une course contre la montre, en réalité, qui est devant nous. Comment limiter le réchauffement? La bonne nouvelle, c'est quand on sera à des émissions mondiales à zéro net pour le CO2, il n'y aura plus de réchauffement supplémentaire. L'inertie, ce n'est pas celle du climat, c'est celle de nos infrastructures. Et les infrastructures fossiles déjà existantes, si elles ne sont pas interrompues avant leur fin de vie classique, elles vont dépasser le budget carbone résiduel pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc l'inertie, ce n'est pas le climat, c'est les infrastructures existantes, la capacité très vite à réorienter les financements, les investissements et à transformer l'ensemble de nos institutions. Réduire les émissions de méthane, ça va être critique pour limiter le pic à court terme de réchauffement. Durée de vie courte, bénéfice rapide. Le méthane contribue à la production d'ozone en surface. Réduire les émissions de méthane, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour améliorer la qualité de l'air. L'analyse macroéconomique, elle est claire. Elle montre que réduire les émissions de gaz à effet de serre est moins coûteux que tarder à agir. Les bénéfices, rien qu'en matière de santé publique, liés à l'amélioration de la qualité de l'air dans le monde, peuvent être supérieurs au coût des investissements pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Donc nous sommes dans une décennie critique. Nous sommes dans une décennie critique avec des enjeux à adopter les technologies performantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Nous sommes sur une décennie critique vis-à-vis d'actions du côté de l'efficacité, de la sobriété, de la mise en œuvre d'infrastructures qui permettent à chacun d'avoir un style de vie sobre en carbone. Nous sommes dans une décennie critique pour accélérer l'action pour le climat de manière équitable, pour éviter chaque incrément de réchauffement supplémentaire et en limiter les risques, de sorte à construire les conditions mêmes d'un développement soutenable. Nous sommes dans une décennie critique parce que nous comprenons de mieux en mieux les inégalités. Responsabilité inégale, cela a été souligné, vulnérabilité inégale. La mise en œuvre de transitions justes qui tiennent compte de ces enjeux d'équité, qui anticipent et qui gèrent les conflits possibles pour le coût de l'alimentation, pour l'énergie, pour la préservation de la biodiversité, la dimension liée à l'utilisation des terres et la pression sur les terres, qui est critique à cette interface climat, alimentation et biodiversité, sont bien mieux connues, bien mieux identifiées qu'il n'y a que quelques décennies. Le changement climatique, pour terminer, la conclusion de nos rapports, c'est que c'est une menace pour la santé planétaire, pour notre bien-être et pour la cohésion même de nos sociétés. Donc, ce n'est pas une question de 3 ans pour agir, c'est une question de changement structurel. Les choix que l'on met en œuvre maintenant, chaque année, et cette décennie vont être déterminants. Nous avons une fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement pour assurer un futur vivable,
Et les faits sont clairs, c'est le moment d'agir maintenant. Merci Valérie pour ce panorama des défis climatiques en cours. Je me tourne maintenant vers Jean-Éric Aubert. La prospective, finalement, a sans doute beaucoup à apprendre, et en tout cas, elle peut aujourd'hui désormais utiliser la science du climat, qui a fait d'énormes progrès à la fois sur l'observation des changements réels, mais aussi sur notre capacité à les prévoir. Donc, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la manière dont la prospective a intégré l'évolution du climat à ses travaux, et quel apport en retour elle peut faire aussi, notamment à l'élaboration des politiques publiques? Merci. Je voudrais d'abord me réjouir d'être présent parmi vous et remercier Bettina Laville pour m'avoir invité. La question que vous posez est redoutable. Commençons quand même par nous appesantir quelques instants sur cette notion de développement durable. En fait, on est devant un oxymore. Le développement ne semble pas durable. Donc ça fait plusieurs décennies que nous vivons avec cet oxymore. Et il a été déjà énoncé dès le rapport Meadows. Le problème était là, il était posé. Mais le rapport Meadows, 1972, n'a pas été suffisamment entendu, ou il a été ignoré. La prospective, d'une certaine manière, avait prévu le réchauffement climatique. Si on relit le document qui avait été produit par le ministère de la Recherche, par une équipe dirigée à l'époque par Thierry Gaudin, en 1990, qui s'appelait « Récit du prochain siècle », donc « Récit du XXIe siècle », vous lisez, vers le milieu du livre, le climat aura augmenté à peu près de 2 degrés en 2050. Donc la chose avait été dite. Ce que n'avait pas fait le livre, c'est d'évoquer toutes les conséquences potentielles que ça pouvait avoir pour la société, dans sa diversité, l'humanité. Mais néanmoins, la problématique était posée avec un certain nombre de réflexions à propos de la nature des investissements ou du changement de mode de vie que ça pouvait impliquer, mais sans aller, je dirais, dans les détails et sans une vision dramatique. Alors, aujourd'hui, dans cette réflexion sur la prospective et le climat, on est, surtout quand on réfléchit sur le long terme, on est très influencé finalement par deux visions. L'une est celle de l'effondrement, très dramatique, et l'autre est celle très irénique du solutionnisme technologique, qui culmine aujourd'hui avec la notion de transhumanisme. Et on a beaucoup de mal à essayer de sortir, je dirais, de ces deux marges pour avoir une prospective plus réfléchie, qui soit moins, je dirais, qualitative et biaisée. Et aujourd'hui se développe sur les réflexions à horizon 2030-2040, des travaux qui intègrent tout à fait le climat, alors que ce soit dans ce qu'on appelle les mégatrends, où se mêlent à la fois les questions climatiques, écologiques, démographiques, des questions de ressources, que ce soit sur la réflexion sur les ruptures, les grandes ruptures qui peuvent se produire. Notamment, il y a des travaux de Futurible, que vous connaissez certainement, sur le rapport Vigie. Il y a également des travaux sur les grands risques qui sont faits par les grandes sociétés intéressées par l'assurance, notamment AXA, dans lequel aujourd'hui le changement climatique fait partie des risques les plus importants, les risques majeurs, quand on fait une classification par rapport à d'autres risques comme sanitaires, financiers, cybernétiques, etc. Donc, c'est intégré et des modèles fonctionnent qui intègrent tout cela. Généralement, ce qui est prévu, les problèmes sont causés par les effets systémiques qui existent entre ces différents types de risques. C'est-à-dire qu'il y a accumulation des risques. À ce moment-là, il y a des accumulations d'accroissement de probabilité de crise. Alors là, la problématique qui se pose pour la prospective, comme je l'évoquais au départ, c'est qu'elle prévoit bien des choses. Et vous relisez même des documents, récemment ça m'est arrivé à propos de la guerre en Ukraine, il y a des travaux qui avaient été publiés, notamment par Futurible, qui évoquaient cela comme un des risques majeurs géopolitiques dans ces années. Mais la prospective peut bien prévoir les crises, ou dire du moins il y a des grands risques,
mais en général, elle ne peut pas les éviter. C'est-à-dire que même si la société est informée sur ces risques et ces dangers de rupture, elle ne change pas pour autant ses comportements. Alors, ça semble lié quand même à des phénomènes très fondamentaux de l'espèce humaine. Et je vous renvoie par exemple aux travaux, au livre de Sébastien Boller sur le bug humain, qui explique qu'en fait, la manière dont fonctionne à la fois l'individu compte tenu de ses bases biologiques et d'autre part les sociétés compte tenu de la nature des interactions entre les individus, fait qu'il est impossible de changer des comportements fondés sur une forme ou une autre de jouissance. Et la croissance en elle-même, l'exercice du pouvoir qui accompagne les processus de croissance sont tels qu'on ne peut pas infléchir facilement ces comportements, d'où précisément le fait que même lorsque la prospective dit des choses qui semblent pertinentes, ça n'est pas pour autant qu'on va, dans l'action, s'adapter. Alors ça pose un problème, c'est qu'une bonne prospective aujourd'hui doit intégrer nécessairement l'arrivée de crise. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux réduire le nombre de scénarios et ne prendre en compte que les scénarios qui intègrent les processus de crise. C'est ce qu'avait fait notamment le récit du prochain siècle, enfin du XXIe siècle qui avait été publié en 1990. Il y avait un seul scénario dans lequel on aboutissait à un processus de crise vers les années 2020, ce qui s'est à peu près produit, pas exactement pour les mêmes raisons que celles que nous connaissons aujourd'hui, mais il y avait cela. Et ensuite, il y avait une adaptation face à cette crise, avec la construction d'une société qui remplaçait la société du spectacle par une société de l'enseignement. Et aujourd'hui, on est bien dans ces processus d'enseignement et d'apprentissage. Et alors à partir de ce moment-là, on glisse vers des situations parfois de chaos, lorsque la multiplicité des risques, des ruptures, devient telle que le système n'est plus gérable. Et lorsqu'on franchit des seuils, ça n'est plus gérable. Je me rappelle avoir entendu M. Decastre, qui était président d'AXA, disant « à 2 degrés, je sais faire, à 4 degrés de réchauffement climatique, je ne sais plus faire. » Parce que la quantité d'investissement et de mobilisation financière, même avec des procédures assurantielles très, très, très sophistiquées, n'est plus possible. Et dès lors, on est là dans des situations d'imprévisibilité. Et cette imprévisibilité de chaos, elle se traite de 2 façons. Soit on pense les signes noirs, c'est tout le travail de Nassim Taleb, et la question des signes noirs se pense en termes de qu'est-ce que je fais pour avoir un organisme suffisamment résilient, mais sans avoir eu des excès de robustesse, d'efforts de robustesse, en opposition à ceux d'optimisation. Parce que l'optimisation fait qu'on est dans des processus, à ce moment-là, en permanence, à la limite du déséquilibre. Par contre, si vous faites trop d'efforts de robustesse, vous surinvestissement et vous bloquez le système. Donc ça, c'est la question qui se pose, c'est le dilemme. Et à part le signe noir, il y a la démarche de Jean-Pierre Dupuy, Catastrophisme éclairé, qui dit qu'il faut imaginer des catastrophes qui vont très loin. Et dans cet imaginaire, à ce moment-là, construire des politiques qui sont adaptées à cette situation, à cette vision très, très dramatique. Autrement dit, il faut faire du realismo dramatico, pour copier ce que vous connaissez de Garcia Marquez, qui parle de realismo magico. C'est ça la façon aujourd'hui de faire de la prospective imaginative par rapport à des situations de chaos ou de crise très violentes. Et ça m'amène, si vous voulez, à ce que est finalement la réalité de la prospective et de la vie. C'est comme le disait Lacan, le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. La prospective a pour tâche de montrer ce contre quoi on va se cogner. Mais elle ne peut pas faire grand-chose pour empêcher qu'on se cogne. Dès lors, il ne peut y avoir pour l'humanité de progrès que par des processus d'apprentissage où on s'adapte après s'être cogné. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on évoque quand on dit qu'il faut adapter les indicateurs, il faut de nouveaux systèmes comptables, de nouvelles façons de penser et de mesurer le PIB, il faut de nouvelles valeurs, celles qu'évoquait notamment Bertrand Badré ce matin, qui permettront d'intégrer autre chose que ce que nous avons connu, y compris dans le fonctionnement des entreprises et la définition de l'entreprise qui doit
avoir de la profitabilité, mais pour permettre à l'ensemble de mieux se porter et de survivre. Et au bout du compte, c'est aussi des processus qui participeront d'une réappropriation démocratique au niveau local. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Dominique Bourg. Pourquoi une réappropriation démocratique, si je puis dire, et globale, mondiale, au niveau local? C'est que les phénomènes climatiques vont impacter de manière différente et différenciée, comme l'évoquait de manière très, je dirais, pionnière dans ces mots Madame Brionne ce matin, en disant problématique commune mais différenciée. Dans le cadre du climat, les impacts ne vont pas du tout être les mêmes sur l'ensemble de la Terre, mais chacun devra s'adapter. Et pour cela, on voit qu'aujourd'hui, au niveau local, la prospective est en train de se réintégrer dans les pratiques des citoyens, dans les instances, qu'elles soient les conseils de développement ou d'autres instances, pour précisément se penser avec des mécanismes de résilience à horizon 10-20 ans. Et c'est, au fond, cette adaptation des indicateurs, cette adaptation des valeurs et cette adaptation des pratiques de la prospective matérialiseront le progrès qui se réalisera à horizon 30 ans d'ici là. Je vous remercie. Merci. Merci Jean-Éric. Je crois que, comme vous le dites, ça questionne encore une fois notre capacité d'apprentissage et ça nourrit le débat sur la nécessité de penser de nouveaux indicateurs et pourquoi pas de soutenir l'utilisation de la prospective à l'échelon local pour plus d'efficacité. Je me tourne maintenant vers Sylvie Lemay, avec laquelle nous avions envie de revenir peut-être sur les problématiques biodiversité. On a évoqué la Convention biodiversité aussi qui a été signée à Rio. Si on se projette dans les 30 ans qui viennent, bon, on n'a pas toujours de bonnes nouvelles, hein, ça a été aussi souligné par Valérie Masson-Delmotte. Bon, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles, on va essayer parfois d'être un petit peu positif quand même. Donc, est-ce que, selon vous, si vous voulez, la grande extinction est inévitable? Comment voyez-vous l'horizon de la biodiversité sur ces 30 ans qui viennent, notamment aussi en termes d'actions possibles de notre côté à envisager? Alors, merci beaucoup et d'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous pour échanger sur ces sujets qui sont extrêmement importants. On n'a pas besoin de le rappeler. Je suppose que ça constitue aussi votre motivation pour être là. La question de la biodiversité vient souvent après le climat, alors que paradoxalement, à Rio, c'était les deux grandes, enfin même trois avec la désertification, grandes conventions. Et au fond, je dirais même, ce n'est pas WWF que je dois convaincre, mais qu'à travers tout le sujet des espèces symboliques, des pandas, éléphants et autres tigres, on avait l'impression que c'était plus palpable, au fond, que le sujet du réchauffement climatique. Et je dirais paradoxalement, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est un peu l'inverse, et où on commence à voir à peu près ce qu'il faudrait faire en matière climatique. Je ne dis pas qu'on y arrive. Et on ne sait pas vraiment, au fond, comment faire en matière de biodiversité. Et on se réveille soudain, grâce à des rapports émérites, en se disant « Oh mon Dieu, on est en train de voir effectivement une 4e extinction se pointer. Et donc, que faut-il faire ?» Et peut-être on pourrait réfléchir 2 minutes pour savoir pourquoi c'est comme ça. Parce que très souvent, comment dire, il est facile d'avoir un discours alarmiste. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ça l'est, mais on peut peut-être prendre un petit moment pour réfléchir à, au fond, pourquoi ça ne se passe pas. Parce qu'au fond, si on vous dit, attention, vous allez tomber là, il y a un précipice, en général, vous ne vous y précipitez pas, justement. Et je dirais que la biodiversité, en réalité, c'est à la fois un sujet complexe à appréhender et complexe à mettre en œuvre. Complexe à appréhender parce que ce n'est pas juste mettre 15 espèces en extinction dans une cage ou dans un parc. C'est bien l'ensemble des espèces qu'il s'agit de conserver, c'est-à-dire la diversité des espèces. C'est évidemment leur interaction avec les écosystèmes et c'est au fond la gestion de cela dans le temps et dans des espaces qui seront tout à fait différents les uns des autres. On n'a pas la même biodiversité sous les tropiques que celle qu'on a en France, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au fond,
on dépend, on dit toujours, on dépend de la biodiversité. On en dépend pour vivre, c'est-à-dire qu'on consomme la biodiversité. Par définition, sinon on ne peut pas vivre en tant qu'être humain. Et donc il ne s'agit pas de ne plus toucher à la biodiversité, parce que si on n'y touche plus, alors on n'a plus de poissons dans notre assiette, on n'a plus de légumes, on n'a plus de viande, etc. Donc on est dans un rapport qui est assez différent en termes de sujet à la question climatique. On est dans un rapport qui est beaucoup plus interpénétré, et je pense, du coup, plus complexe à penser. Et donc, ce n'est pas tout à fait par hasard, finalement, à mon avis en tout cas, si la Convention biodiversité a été difficile à mettre en œuvre au fil des ans. Alors, peut-être un petit retour tout de même sur les tentatives. D'abord, il n'y a pas eu que des échecs. Il faut tout de même qu'on fasse un petit peu attention à ne pas en permanence se battre la coulpe. On n'est pas dans un monde noir et blanc. Et au fond, quand on nous dit il est possible de faire ça, bien, au fond, le monde s'y met. Mais par contre, il y a des fois où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et savoir et comprendre exactement les interactions entre espèces, par exemple, la façon dont une espèce va devenir envahissante ou non, jusqu'à quel point elle va le devenir, modéliser tout ça, sont des choses qui sont terriblement scientifiques et qui ne parlent pas nécessairement au grand public. Et donc, ça rend la chose extrêmement compliquée en termes d'action et même de pression, je dirais, sur le gouvernement. Alors, il y a eu tout de même un certain nombre moi je trouve, de choses qui se sont faites dans le passé. On a eu des protocoles qui ont été signés. Le premier, Nagoya, sur l'accès et le partage des bénéfices issus des ressources génétiques, qui était bien un des sujets, au fond, à Rio. On n'est pas juste dans la protection de l'environnement, mais on est aussi comment est-ce qu'on partage plus équitablement les choses, y compris les revenus tirés des ressources. Et c'est aussi une forme de gouvernance différente, puisqu'on a accepté avec le protocole de Nagoya que chaque pays était au fond propriétaire de ses ressources génétiques, ce qui n'est quand même pas tout à fait évident. Au fond, on est un petit peu enfin, en tout cas, on est dans une nouvelle gouvernance. Le deuxième succès, c'est le protocole de Carthagène sur les OGM, où on a quand même globalement commencé à s'inquiéter sur ce que voulait dire le transfert d'organismes génétiquement modifiés, et donc essayer de le réguler. Et puis, il y a eu les objectifs d'Aichi, conquis de haute lutte, il y a maintenant 22 ans, pour les 10 ans à venir, avec une vingtaine d'objectifs. Et là, les objectifs d'Aichi n'ont globalement pas été mis en œuvre, on va dire, au cours de la dernière décennie. Alors, à l'exception de quelques-uns, je pense que c'est important de savoir que tout de même, justement, la mise en œuvre du protocole de Nagoya est un objectif qui a été réussi. Un des objectifs consistait à protéger 17% des terres et des eaux intérieures. On n'y est pas tout à fait, mais on n'est pas loin, donc ce qui prouve aussi que des objectifs chiffrés marchent, etc., etc. Mais globalement, ces objectifs qui étaient très bien, à mon avis, qui étaient tout à fait pertinents, en fait, n'ont pas été mis en œuvre. Alors pourquoi, au fond, ça ne marche pas parce que, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans la renégociation de la suite des objectifs d'Aichi? Et qu'est-ce qui peut permettre d'espérer que, globalement, au niveau mondial, on va y arriver? Alors d'abord, pourquoi ça ne marche pas? Je pense qu'il y a des choses qui sont liées structurellement au fait qu'on apprend à construire, je pense, des conventions et des accords internationaux. Il y avait des choses dans les accords d'Aichi qui étaient structurellement, je dirais, un peu déficientes. D'une part, des objectifs qui ne sont pas forcément quantitatifs et donc pas mesurables. Donc c'est très joli de dire tout le monde va avoir conscience de l'importance de la biodiversité, par exemple. Mais une fois que vous avez mis ça, c'est compliqué de mesurer ce que ça va vouloir dire. Donc on commence à comprendre que si on n'est pas capable d'avoir de la rigueur dans la façon de formuler les objectifs, ben on n'aura pas forcément de résultats. Donc, c'est la première chose. Des mécanismes de mise en œuvre aussi qui étaient flous. On s'est beaucoup concentré à Aichi sur les discussions de, il faut faire ça, mais on n'a pas beaucoup discuté sur comment on va le faire, comment on va le mesurer, comment on va s'assurer que les pays vont effectivement faire des plans sur la biodiversité, comment on va pouvoir comparer ces plans par rapport à ce qu'on dit qu'il faut faire, etc. Ça, on a appris à le faire, je dirais un peu avec l'accord de Paris sur le climat. On a commencé à mettre en place, on a pris acte, je pense, de l'échec du protocole de Kyoto, et on a commencé à introduire d'autres mécanismes qui, en fait, accompagnent la mise en œuvre, parce qu'on s'est rendu compte que l'essentiel, ben oui, c'est de l'action. Ce n'est pas tant de savoir si ça va ou ça ne va pas, on sait que ça ne va pas. La question, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on est en train d'essayer de négocier dans l'accord actuel de la Convention sur la biodiversité. Troisième point, ben, évidemment, le nerf de la guerre, des ressources financières.
qui sont très souvent insuffisantes en matière de biodiversité, aussi bien au niveau national, et j'insiste sur ce sujet-là. Je pense que le budget biodiversité et je dirais l'ensemble des agences qui traitent de biodiversité dans tous les pays du monde, y compris les pays développés, c'est en général pas le premier budget. Et ça vient bien après tout un tas d'autres choses, comme par exemple le climat. Et puis au niveau international, où la disponibilité de ressources internationales pour soutenir les pays en développement a été annoncée tard. Donc forcément, ça n'aide pas non plus à mettre en place. Et puis un dernier point, moi je trouve qu'on ne soulève pas suffisamment lorsqu'on lit des choses sur finalement pourquoi ça n'a pas marché, c'est qu'on parle tout le temps, parce qu'on est dans des négociations internationales, on parle d'objectifs globaux. Certes, on parle d'objectifs globaux, et par exemple, on a un qui est très important aujourd'hui et qui est directement issu des rapports des scientifiques, qui consiste à dire qu'il faut au moins 30% de la planète qui soit bien protégée. Donc, finalement, et parce que la France a eu d'ailleurs je dirais une initiative très intéressante qui a consisté à fédérer les États politiquement autour de cet objectif-là. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'États qui trouvent qu'effectivement cet objectif doit être dans le cadre futur. La vraie question commence le lendemain matin. C'est-à-dire, du coup, comment est-ce qu'on met en œuvre cet objectif global ? Et je pense que c'est un des sujets les plus importants. C'est qu'au fond, la biodiversité est un sujet qui peut effectivement s'exprimer globalement, mais qui doit se décliner absolument localement et de façon différente, selon les écosystèmes, selon les pays, etc. Donc, en gros, des éléments de cadre qui n'étaient pas tout à fait là. Deuxièmement, une dichotomie environnement-développement qu'on connaît et qui n'est pas propre à la biodiversité, mais donc une résistance, évidemment. Une difficulté à mesurer la biodiversité en termes économiques. On ne sait pas mesurer, on n'a pas l'équivalent d'une tonne de carbone, et donc on n'a pas un prix qui est associé à l'équivalent d'une tonne de carbone en matière de biodiversité. Et enfin, évidemment, une difficulté du coup, je dirais, à porter ça politiquement et aussi à expliquer ça à l'ensemble des populations. Et ça, ces éléments-là sont des éléments qui restent aujourd'hui, pour lesquels le cadre actuel est en train d'essayer de les modifier, bien sûr, de travailler sur ces éléments-là, et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra espérer avoir des solutions. Juste un petit mot pour conclure. De mon point de vue, l'essentiel de ce qu'on est en train de parler, ce n'est pas vrai juste pour la biodiversité, c'est qu'on est au fond encore dans une sorte d'incapacité intellectuelle, je ne dis pas de refus, mais presque d'incapacité intellectuelle, d'intégrer très profondément ce que veut dire le changement climatique et la biodiversité dans nos modèles économiques. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est effectivement une refondation complète du consensus de Washington, des institutions de Bretton Woods. On a besoin de quelque chose qui est complètement systémique. Et ça, c'est un vrai programme de travail pour les années à venir, je trouve, qui est qui peut être inspirant ou qui peut être décourageant, selon le point de vue dans lequel on se place. Mais à moins d'arriver à cette intégration complète, je pense alors qu'on n'est pas très très bien parti. Merci Sylvie. Je me tourne maintenant vers Philippe Mauguin. C'est vrai que l'agriculture n'était pas présente au moment des discussions à Rio, en tout cas très peu. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur son rôle aussi aujourd'hui dans la préservation de l'environnement et puis surtout dans son lien avec à la fois la lutte pour la préservation de la biodiversité et aussi la lutte contre le changement climatique, son rôle majeur aussi dans la comptabilité carbone? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Bettina et au Comité 21 de l'invitation. Et je pense que le sujet de l'agriculture, dans le contexte des questions qu'on se pose, est effectivement central. Alors, il l'était probablement déjà en 92, mais c'est vrai que si on se rappelle pour ceux qui y étaient, il y avait des scientifiques de l'INRA à l'époque qui étaient présents à Rio. C'était dans la partie sol, désertification, sur la question des puits de carbone forestiers que on va dire la science, la recherche agronomique était présente, mais le cœur de la négociation politique agricole dans les années 90, il n'est pas là. Il est sur deux gros objectifs. L'agriculture est perçue comme un enjeu de sécurité alimentaire. Déjà, on est face à l'objectif d'alimentation de la planète et on n'y arrive pas. Entre 1950 et 2000, les agricultures du monde ont triplé l'offre alimentaire.
la démographie mondiale a été multipliée par 2,3 et pour autant, on n'a pas mis fin, loin s'en faut, à la famine et aux insécurités alimentaires. Donc ça, c'est un enjeu à l'agenda. C'est les agences romaines, c'est la FAO, le FIDA, le PAM. Et puis, dans le même temps, c'est évidemment un redoutable sujet de concurrence commerciale. Et l'agriculture est un enjeu de bagarre commerciale. On est dans les accords du GATT qui vont donner, en 1994, on s'en souvient, à la création de l'OMC, un premier accord à l'agriculture. Donc les experts qui disent, mais attention, l'agriculture est un facteur peut-être d'impact climatique et biodiversité, ne sont pas au centre du jeu. Ça va évoluer dans les 30 années, je vais aller vite, puisqu'on veut se projeter surtout sur les 30 prochaines années. Vous le savez, par étapes, il s'est passé des choses tout au long de ces 3 décennies, notamment avant Copenhague, quand le secteur de l'agriculture est reconnu comme un secteur émissif, au même titre que les transports, et donc il y a une forme de compromis un peu absurde de mettre ensemble les transports et l'agriculture qui va rendre plus compliqué, je crois, les négociations pour réduire les émissions. Et puis progressivement, on reconnaît l'agriculture comme un secteur qui est à la fois une source d'émissions à réduire, mais qui doit s'adapter au changement climatique et qui peut être aussi un élément d'atténuation. La COP21 permet, je crois, de rendre visible, aux côtés dans l'agenda des solutions, du rôle de puits de carbone de la forêt, de la capacité de séquestrer du carbone dans les sols. La France a pris sa part, les scientifiques aussi. Et donc, on a lancé à ce moment-là l'initiative 4 pour 1000. Elle est assez symbolique pour moi parce que c'est un moment où la profession agricole, et celle qu'on connaît bien, française, européenne, mais aussi celle des pays du Sud, se dit qu'elle n'est pas simplement montrée du doigt, mais donc accusée, en tous les cas devant rendre des comptes et devant s'adapter, mais aussi peut-être facteur de solution. Ce qui se passe pendant ces 3 décennies, c'est aussi la montée en puissance des connaissances, à la fois sur le climat, mais sur l'impact sur la biodiversité, et le rôle de l'agriculture, évidemment. Et puis on arrive aujourd'hui dans un contexte où on est à nouveau confronté à des grosses craintes à court terme sur la sécurité alimentaire mondiale. On n'a pas résolu le problème de la faim. On a une forme d'insécurité alimentaire qui se traduit à la fois par une surconsommation dans un certain nombre de pays, des problèmes d'obésité, de maladies chroniques, mais aussi toujours des problèmes d'insuffisance alimentaire. 700 à 800 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire grave aujourd'hui. On se projette à l'horizon 2050 avec 9 à 10 milliards de citoyens sur la planète, dans un contexte où le dérèglement climatique, quoi qu'il arrive, aura augmenté. Donc les effets que Valérie décrivait tout à fait justement tout à l'heure sur la stagnation, voire la baisse des rendements, notamment dans un certain nombre de pays tropicaux, sur le blé, le maïs et d'autres cultures, peut s'amplifier. Donc des rendements qui sont au mieux stabilisés, parfois qui s'affaissent. Des terres agricoles qui sont grignotées par l'artificialisation, par les métropoles qui accueillent les milliards d'habitants de la planète en plus, une déforestation qu'on voudrait limiter, une baisse des intrants qui devient nécessaire avec la décarbonation. Donc ça fait une équation qui est quand même très compliquée. Et donc moi, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, le progrès qu'on a fait, même si on n'a pas fait beaucoup de progrès à l'échelle mondiale sur la réduction des émissions, on doit être sous le contrôle de Valérie, on est peut-être à moins 1% au mieux des émissions de gaz à effet de serre en Europe, l'agriculture européenne en 2020 par rapport à 1990. Pendant ce temps-là, ça augmente dans les pays en émergence, et c'est un peu normal d'ailleurs, puisqu'ils parcourent des phases de développement qu'on a parcourues avant eux. Donc on n'a pas beaucoup progressé là-dessus. Sur la biodiversité, on n'a pas contribué, je crois, à ralentir la baisse de la biodiversité au niveau des agricultures du monde. Là où on a progressé, c'est quand même sur les connaissances, à la fois sur les connaissances sur l'impact, les connaissances sur la prospective, les connaissances sur les solutions. Et il me semble que l'enjeu des 30 prochaines années, c'est d'arrêter de travailler, c'est vrai pour l'agriculture comme pour les autres domaines, en silo, c'est-à-dire de considérer l'agriculture comme une source d'émissions et ou une source de séquestration de carbone, d'avoir ensuite des arènes où on parle de l'impact sur la biodiversité, puis de temps en temps de se dire, mince, il y a la guerre en Ukraine, il y a la sécurité alimentaire, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause le Green Deal ? Parce que sinon, on ne va pas nourrir la planète. Ça, les scientifiques sont convaincus que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce domaine, comme dans les autres, c'est de prendre ensemble ces enjeux, parce que l'agriculture, évidemment, a besoin de biodiversité. Si on n'a plus de pollinisateurs, on aura quand même un petit peu des problèmes pour assurer les récoltes. Donc, c'est compliqué de réduire les intrants qui ont un impact sur la biodiversité. On ne va pas dire que c'est facile, mais c'est l'intérêt aussi bien compris des agriculteurs du monde.
si on veut protéger les pollinisateurs, ne serait-ce que ça, le cadre de vie aussi. Et donc, il faut qu'on réussisse à conjuguer les agendas. Et pour le faire, pour terminer sur une note un petit peu optimiste, il y a des solutions. La recherche internationale, elle est mobilisée. INRAE, évidemment, et c'est normal, on est mobilisé là-dessus. Il y a des solutions en agroécologie, en agroforesterie, en agriculture de conservation des sols, dont on a mesuré la capacité de mise en œuvre en France, en Europe, dans le monde. On est capable de dire quels sont les surcoûts au moment où on les met en œuvre. On peut être capable de négocier avec les acteurs pour que ça soit acceptable et praticable pour eux dans des conditions économiques. Et ça, on sait le faire dans beaucoup de pays du monde. Donc la question, c'est comment on fait pour avancer. Je pense qu'il faudra à la fois, et je reprends ce que disait Jean-Éric Aubert tout à l'heure, il faut que la prospective, elle soit participative et il faut la partager avec les parties prenantes, il faut la partager dans les territoires. Tant qu'on se contentera de dire que l'ensemble de l'humanité court à sa perte et qu'il faudrait changer de modèle économique et que des décisions radicales doivent être prises, et on dit ça dans les instances internationales et après chacun rentre chez soi, on a du mal à progresser. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est pas simple, hein. Je ne sais pas si la planification écologique annoncée par les pouvoirs publics français permettra de le faire, je le souhaite, et que l'agriculture et l'alimentation seront bien prises en compte aussi, que ce ne sera pas que les sujets de l'énergie qui seront traités, des infrastructures de transport, mais à mon avis, il y a du grain à moudre, pour filer une métaphore agricole, pour se poser ces questions-là, à l'échelle des territoires. Comment, et nous on a commencé de le faire en recherche, et c'est assez, je crois, efficace et motivant pour les agriculteurs, quand on dit aux viticulteurs de France quel sera l'effet du climat en 2050 sur tes vignes, sur les productions viticoles, comment vous allez vous adapter ou pas, quelles questions ça pose, et si vous devez faire bouger les pratiques, comment on prend en compte les attentes des consommateurs sur les phytosanitaires, quels sont les scénarios de transition et d'adaptation, combien ça coûte, comment le faire, en fait, ils réagissent plutôt bien, parce qu'ils visualisent les conséquences pour eux-mêmes et pour leurs enfants de cette évolution dramatique du climat, et ils se sentent aussi acteurs, parce qu'ils ont contribué à comprendre les scénarios de prospective, à en discuter. Ils peuvent être à ce moment-là motivés pour s'engager, et les collectivités locales avec eux, les autres parties prenantes, les associations, l'État. Donc moi je pense que ça fait partie des solutions, c'est-à-dire se réapproprier ces grands scénarios du GIEC, de l'IPBES, les décliner, et c'est possible, à l'échelle des territoires, avec un agenda de travail, avec les scientifiques en appui, pour dégager des solutions concrètes, et avec des impératifs qui seront de ne pas opposer la sécurité alimentaire à la durabilité, puisqu'on aura évidemment besoin de nourrir la population du monde. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc une convergence des agendas qui est quand même assez complexe, parce que c'est des messages qui doivent être entendus partout, c'est pas chose évidente. Monsieur le Préfet, je me tourne vers vous. On a parlé de beaucoup de risques auxquels doit faire face la sécurité nationale. Comment percevez-vous les enjeux de votre position ? Eh bien, le SGDSN, c'est un service qui est payé, si je puis dire, pour être paranoïaque. Je vais reprendre le mot que vous avez dit, realismo dramatico. Nous sommes là pour regarder l'ensemble des risques qui peuvent toucher à la fois la défense du pays, mais aussi maintenant ce qu'on appelle la sécurité nationale, et ça recouvre l'ensemble des intérêts fondamentaux de la nation, donc y compris l'environnement, l'écologie, la capacité des gens à pouvoir vivre en sécurité dans leur village, dans leurs montagnes, au bord des rivières. Et dans ce domaine-là, on est chargé de mettre en place de la planification, de coordonner aussi un certain nombre d'instances qui existent dans les différents ministères. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas seulement d'ailleurs que dans le ministère en charge de l'écologie, il y en a à peu près maintenant dans tous les ministères, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir arriver à les coordonner et arriver à pouvoir mettre en place une forme de cohérence dans ce domaine. Et on est amené à faire cela, évidemment, par rapport à tous les risques qui peuvent exister. D'abord le risque de guerre, le risque de catastrophe technologique et bien sûr le risque de catastrophe naturelle. Sachant que catastrophe naturelle, ça recouvre aussi les conséquences des deux autres risques évoqués auparavant. Bien sûr, catastrophe technologique,
Mais la guerre en Ukraine que nous sommes en train de vivre, certes, nous en mesurons les conséquences en matière militaire, en matière humanitaire, en matière de géopolitique, en matière d'économie, mais cette guerre, elle est extrêmement polluante pour la terre, pour l'air, pour la mer. Elle nous amène, y compris en Europe, à avoir une révision complète de notre vision de l'alimentation en hydrocarbures. Et ça va nous obliger à la fois prendre en compte des décisions qui ne sont pas toujours très bonnes, comme rouvrir des centrales électriques, et puis d'autres qui nous apprennent la sobriété que M. Bourg évoquait tout à l'heure, et qu'il va bien falloir pouvoir s'imposer. Donc dans ce domaine-là, il y a beaucoup à faire, et nous faisons effectivement de la planification dans tous ces domaines, inondations, glissements de terrain, feux de forêt, sécheresse, enfin bref, Mme Masson-Delmotte tout à l'heure les a rappelés très nettement. Sauf que je dois reconnaître que nous n'étions pas, et nous ne sommes pas assez paranoïaques. Notre planification, ça ressemble un peu à un film américain ou à une pièce de théâtre, unité de temps, de lieu, d'action. Il y a une catastrophe qui se produit, tout ça est dramatique, les secours arrivent, et puis tout ça est résolu, et ça se fait effectivement dans un temps court, sur un espace défini, et puis on oublie la catastrophe, en se disant que de toute façon ça fait partie des choses de la vie, on repasse à autre chose. Or, ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs années, c'est un changement complet de paradigme sur ce sujet. Les catastrophes se multiplient, elles s'enchaînent. L'unité de temps, c'est maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et les pandémies ne sont pas seulement que cet aspect-là. L'unité de lieu ne vaut plus rien parce que ce sont maintenant des îles complètes qui peuvent être dévastées, ou des territoires complets, ou pire encore, des catastrophes qui se produisent en même temps dans différents endroits et à différentes instances. Et face à cette récurrence, on n'est pas bon. En fait, nous sommes de fait dépassés. Nous sommes de fait dépassés parce que ce à quoi nous travaillons, c'est de pouvoir faire face avec les pompiers, les instances de sécurité civile, les collectivités locales, et tout ça est très bien. Sauf que, avec les crises systémiques que nous connaissons aujourd'hui, il y a toute une série de conséquences dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie sociétale, et qu'il faut que nous arrivions à prendre en compte les conséquences de ces crises à 360 degrés, tous azimuts. Et ça, aujourd'hui, très clairement, nous ne savons pas faire. Nos plans sont devenus inadaptés. Ça peut peut-être marcher au début. Après tout, au début de la pandémie sanitaire, le plan anti-grippe, il a bien marché. 8 jours. Après 8 jours, on l'avait appliqué, et la cavalerie, si je puis dire, qui était les vaccins, les sérums, les masques, n'est pas arrivée. Et là, on est parti sur quelque chose qui était extrêmement long et difficile. Et en matière environnementale, c'est la même chose. Donc, il faut que nous puissions réfléchir à la manière dont nous pouvons anticiper sur l'ensemble des risques qui peuvent se produire, et c'est ce que nous essayons de faire au SGDSN, en essayant de faire des groupes de travail d'anticipation, ce que vous évoquiez tout à l'heure, pour essayer de réfléchir en liaison avec des chercheurs, avec des experts, avec des gens sur le terrain, à tout ce qui peut mal se passer et ce qui va vraiment mal se passer, mais alors très très mal se passer. Et nous essayons de faire des exercices. D'ici 8 jours, on va faire un exercice sur un blackout en hiver, et si ça tombe, c'est un exercice prospectif. Panne d'électricité qui ne dure pas les microsecondes qui nous font disjoncter notre ordinateur, et voire même 1 heure ou 2 qui vont nous inquiéter quant à notre congélateur. Une panne qui va durer plusieurs jours, donc qui entraîne des coupures de communication, qui entraîne le non-fonctionnement des services publics, qui entraînent l'arrêt des hôpitaux, et donc qui vont nous obliger à revoir complètement tout ce qui peut se passer et comment nous pouvons essayer de réagir sur ce sujet. Deuxièmement, nous essayons de mettre en place une planification qui soit plus générique. Et là encore, je vous rejoins. Essayer de lister l'ensemble des pépins qui peuvent se produire, on a fait. On a à peu près une quinzaine de plans avec des sous-variantes dont je vous passe les détails. Tout ça fait à peu près 1000 pages, donc parfaitement illisible. Et au demeurant, ceux qui prennent la crise n'ont pas eu le temps de les lire, de les regarder, parfois de les retrouver. Et donc, ça ne va pas servir à grand-chose.
on essaie de faire une planification avec des types de risques qui soient précis et qui nous permettent à ce moment-là de réfléchir aux actions qui peuvent être engagées d'une façon plus générique pour pouvoir faire face. Et puis nous essayons de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie nationale de résilience. Stratégie nationale, mais stratégie nationale aussi branchée sur le niveau européen. Et donc, dans ce domaine-là, nous avons mis en place au niveau de l'État toute une série de réflexions pour faire en sorte que nous puissions à la fois prévenir les crises, protéger la population contre ces crises, réagir et faire face à la crise lorsqu'elle se produit, et ensuite revenir à une situation normale, et je dirais plutôt revenir à une situation normale ayant pris en compte le retexte, pour faire en sorte que ça ne recommence pas la fois suivante et qu'on ait tiré les conséquences sur ce sujet. Et nous sommes en train de travailler maintenant avec les collectivités locales, avec les maires, avec les présidents de département, avec les régions. Nous allons également travailler avec l'ensemble des acteurs économiques, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, le monde de la recherche. Nous allons travailler aussi avec les citoyens et les associations. Et c'est la notion de responsabilisation qui revient à chaque fois à travers l'ensemble de vos propos, d'ailleurs, qui me paraît absolument indispensable. C'est bien qu'on parle, comme nous le faisons aujourd'hui, de tous ces aspects-là. C'est bien que pendant la campagne électorale sur les présidentielles, et je l'espère encore pendant la législative, on parle écologie, urgence climatique, réchauffement, avec tous les candidats, ou à peu près, qui s'y sont mis. On va voir effectivement, comme le disait Philippe Mauguin, ce que va donner l'organisation gouvernementale et la manière dont on va pouvoir fonctionner sur ce sujet avec les annonces qui ont été faites. Il y a un certain nombre de lois qui ont déjà été votées, y compris la loi Matras en France. Il y a une directive européenne, la résilience des entités critiques, qui est en préparation. Mais le fond du sujet, ça va être de faire participer l'ensemble de nos citoyens au plus près à cette prise en compte, à cette prise de conscience des difficultés de l'action que nous devons tous mener. On parlait de sobriété. Si moi, citoyen, je n'arrête pas d'acheter des rasoirs jetables, j'ai raté le truc. Si dès cet été, alors même qu'il fait chaud, je n'allume pas ma climatisation, et cet hiver, je ne baisse pas mon chauffage, j'ai raté les choses. Et donc, il y a une notion de prise de contact, de conscience que nous tous, pouvoir public, nous essayons de mettre en œuvre, que nous essayons de faire partager avec l'ensemble de la population et de l'action, pour que non seulement nous puissions apprendre à réagir aux crises, le cas échéant même à les prévenir, et j'en ai fini, mais aussi à éliminer les causes de ces crises en faisant des efforts dans ce domaine. Merci infiniment. Beaucoup de défis en matière de réponse et de gestion des crises, et sans doute que ça passera par une réflexion au niveau local et puis une implication peut-être des citoyens dans la réponse à la crise, et surtout cette capacité qu'on devrait quand même maintenant maîtriser de se souvenir de ce qui s'est produit, de conserver cette mémoire des aléas, comme disent les géographes. Je me tourne vers vous maintenant, Rosa Björk, j'essaie de bien dire votre nom, Brynjolfsdottir, pas trop mal, mieux que tout à l'heure, je l'espère. Peut-être pour terminer aussi sur une question qui a été évoquée déjà au cours des précédentes tables rondes, mais la poser avec cette vision prospective. Donc finalement, à propos de ces objectifs du développement durable, est-ce qu'ils sont des instruments efficaces pour les défis qui nous attendent dans ces 30 prochaines dernières années, et notamment en ce qui concerne la protection des droits de l'homme? Alors je crois que vous allez vous exprimer en anglais, même si vous parlez... Oui, merci. C'est une grande question, mais d'abord, je vais parler en anglais. Et tout d'abord, je voudrais dire que c'était remarquable de vous écouter tous, et merci au comité 21 pour cette initiative extrêmement importante. Il est nécessaire d'avoir une discussion honnête sur les 30 années à venir, et il faut s'occuper de nos défis à venir. Comment nous améliorer, pourquoi est-ce qu'en même temps, comment les mettre en place et faire face à nos défis mondiaux, comment ils sont utiles pour nous tous, parce que ces défis sont devant nous et les crises sont devant nous. Posons-nous la question, si les ODD ont été efficaces au cours des 30 dernières années. Oui, ça a été efficace. Au cours des années passées, de Brundtland
pour notre avenir et en 21 vers les buts du développement du millénaire, ce que nous voulons faire, et les ODD en 2015, le développement durable a évolué vers la protection de l'environnement. Ça a évolué pour devenir une menace et une coopération mondiale, un dialogue mondial pour préserver la nature mondialement et nous assurer un meilleur niveau de vie à travers le monde. Si ça n'a pas été suffisant, ça n'a pas été suffisant. Nous avons vu qu'un monde vraiment durable et de la justice et éradiquer la pauvreté, les droits humains, l'égalité des genres, la résilience au changement climatique, une consommation durable, la paix, le gouvernement et le partenariat. Cette vision pour un monde plus juste a été traduite en des buts mesurables et des buts et des indicateurs. Donc, pour que toutes les nations impliquées, c'est en soi vraiment un résultat intéressant. Le rapport de 2021, les faits nous disent que le monde a en général est allé dans la bonne et juste direction au cours des dernières décennies. Des progrès importants ont été faits dans le monde et des sujets très importants tels que la réduction de la pauvreté, la santé maternelle et des enfants, l'accès à l'électricité et l'égalité des genres. Mais de façon regrettable, ce progrès n'a pas été suffisant et pas assez rapide comme il aurait dû l'être pour arriver au but de 2030. Et dans un domaine autrement vital, la réduction des inégalités, réduire les émissions carbone et s'attaquer à la faim, les progrès ont été inverses ou se sont arrêtés. Les buts du développement durable sont déjà bien en dehors des lignes avant la pandémie. Et le Covid nous a retardés tous, quasiment dans tous les aspects de notre vie. La pauvreté extrême s'est accrue pour la première fois depuis 20 ans. Et 119 à 120 millions de gens ont été remis dans la situation de pauvreté extrême en 2020. Et il y a un risque de généralisation de catastrophes en ce qui concerne l'école. On a vu 101 millions d'enfants au moins qui sont tombés en dessous de la capacité d'alphabétisation. Pourquoi ces 2 décennies d'éducation ont été effacées et les femmes ont dû faire face à des violences domestiques accrues. Les naissances hors mariage vont croître en plus et de façon disproportionnelle, le soin des enfants tombe sur les épaules des femmes et des filles. Et comme nous l'avons vu, les ralentissements économiques mondiaux durant la pandémie, nous avons vu aussi la façon dont la pandémie a apporté des défis financiers énormes pour des pays en développement. Et en dépit du travail extraordinaire des scientifiques à travers le monde et de leur collaboration sur les vaccins, malheureusement, ce nous prendra des années pour développer, comprendre tous les effets de la Covid-19 dans le domaine de l'humanitaire, dans la reprise économique, mais aussi quand on arrive à l'économie et pour rétablir la démocratie et les valeurs démocratiques et de sauvegarder les droits humains. Cette tâche est vitale pour les pays en développement et pour la distribution égale des services de santé entre les riches et les pauvres, les pays riches et les pays pauvres. Nous avons beaucoup de travail à faire dans les années à venir parce que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer sur le chemin d'un fossé croissant entre les riches et les pauvres ou accroître le fossé entre les pays moins développés et les pays les plus riches. Et, mesdames et messieurs, si la pandémie n'était pas suffisante, nous devons faire face à la guerre en Ukraine qui a un effet monstre sur la nourriture, comme on l'a déjà précisé, et sur l'énergie du monde entier.
laissant les pays occidentaux à verser des moyens financiers énormes dans les armements au lieu de les rediriger vers la sortie de la pandémie. En quelques semaines, ça a affecté la vie de millions qui ont fui leur pays, qui ont fui leur ville. Et nous avons vu le plus grand chiffre, le plus grand nombre de personnes déplacées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cela crée un défi énorme en Europe, mais aussi principalement sur les vies de millions d'enfants ukrainiens et de femmes, qui sont plus de 95% des gens qui fuient leur maison, leur habitation, après l'invasion russe de l'Ukraine, et ont leur vie et leur avenir totalement bouleversés. Et malheureusement, nous avons d'autres guerres à travers le monde qui ont les mêmes effets horribles sur les vies de gens ordinaires. Tout d'abord, les enfants, les femmes, qui veulent simplement vivre en paix. Et il y a aussi les crises climatiques qui est survenue il y a des dizaines d'années, avec un impact direct sur les vies des gens, avec l'accroissement des gaz à effet de serre et la hausse des températures qui touche le niveau de 1,2%. 1,2 degrés, pardon. Et la production de la nourriture pousse les gens à quitter leur maison et à détruire des milliers d'espèces. Pendant que nous sommes en train de parler, des espèces disparaissent. Mais durant cette situation terrible, on peut se poser la question et tenter d'imaginer que se passerait-il si les buts du développement durable n'avaient pas été placés devant nous? Qu'est-ce qui se serait passé au cours de la pandémie, au cours de cette fonte économique, de crise économique de 2018, si nous n'avions pas eu mis au moins des buts et tenté d'inverser la crise climatique? Dans ma vie politique, j'ai été très critique, et beaucoup d'autres personnes aussi, de la lenteur des réactions et le manque de responsabilité mondiale pour sauvegarder la biodiversité et d'éviter les crises climatiques, et le manque de la réalisation, de la compréhension des besoins d'une réaction et d'action rapide. Mais en dépit des critiques nécessaires, nous avons ces buts, l'ODD, la COP21 et autres, pour nous maintenir sur les bons rails et de nous rappeler qu'on doit faire face aux défis énormes tels que la pandémie, la pauvreté, la crise climatique et les guerres. Nous sommes plus forts ensemble. Et une coopération mondiale est absolument indispensable pour résoudre les problèmes mondiaux. On peut se poser la question, avec ces défis mondiaux de la pandémie, le climat, les guerres, est-ce que cela n'a pas en quelque sorte revitalisé et reconstruit cette notion de coopération? Et si ça n'a pas augmenté la solidarité et nous rappeler ces buts communs pour l'humanité lorsqu'on en vient aux défis globaux, mondiaux? On le voit quand on en vient aux actes de solidarité avec le peuple ukrainien, qui nous a rappelé aussi qu'il fallait être solidaire et en sympathie avec les situations des gens ailleurs. On l'a vu, cette force énorme, ces forces unies de jeunes à travers le monde entier qui constamment nous rappellent, que nous, les plus âgés, de rester sur les bons rails, de continuer à lutter, de préserver nos vies. Les jeunes nous poussent plus loin, plus vite dans la lutte contre la crise climatique. Et c'est étonnant. Mais souvenons-nous que la responsabilité n'est pas la leur, c'est la nôtre. Et nous ne pouvons pas simplement applaudir les jeunes et leur laisser les responsabilités. Parce que c'est à nous de montrer que nous sommes responsables. Et puisque je suis l'ancienne vice-président et ancien membre du Conseil de l'Europe, qui est une institution des plus importantes quand on en vient aux droits humains
à la règle du droit, à la démocratie, l'état de droit, je dois tous vous rappeler que les droits humains sont essentiels pour atteindre un développement durable qui ne laisse personne sur le bord de la route et sont absolument essentiels pour les 3 dimensions suivantes, sociale, économique et l'environnement. Et pour y arriver, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour maintenir les droits humains et les valeurs démocratiques, pour lutter contre le populisme et les fake news, travailler effectivement contre la polarisation. Nous voyons que les droits humains sont véritablement essentiels pour l'agenda 2030, qui cherche à atteindre les droits humains pour tous, basés sur les principes des droits humains et les normes, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'agenda 2030 met en place l'égalité et la non-discrimination en son cœur, pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route, pour que personne ne soit oublié, et atteindre ceux qui sont plus loin d'abord, et se dévouer au combat de la discrimination. Et nous le voyons aussi, nous avons fait véritablement une contribution aux droits humains à travers l'agenda 2030. C'est excessivement important. Il faut vivre dans une société libre et ouverte, mais aussi pour avoir accès à la santé, l'éducation, pour avoir un air pur, la nourriture, et ne pas vivre dans la pauvreté. Venant d'un petit pays, un petit État-providence, l'Islande est en bonne position. Nous avons la plus grande proportion de terres sauvages, nous avons des ressources halieutiques et nous avons de l'énergie durable qui vient de nos glaciers, de nos rivières et de la géothermie que nous pompons directement pour réchauffer nos maisons. Et nous avons de l'eau chaude dans nos lavabos. Nous sommes des privilégiés, mais même nous sommes parfois dans une situation délicate quand on en vient à la démocratie, la corruption et les pots de vin. C'est un débat constant en Islande pour nous assurer un accès, pour que tous les citoyens aient accès aux ressources naturelles, au lieu d'avoir seulement une minorité. Nous devons avoir une juste distribution de richesses et préserver les droits humains dans les démocraties. On prend cela comme des données, comme des choses acquises en Islande, mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, nous devons faire face avec des effets directs sur nos ressources naturelles, parce que nous sommes un pays très nordique, avec des glaciers qui fondent plus vite que jamais, qui fondent plus vite que jamais. Et c'est pourquoi une petite nation comme la nôtre doit être active dans la coopération internationale et accroître notre qualité de vie depuis que nous faisons partie de la coordination nordique, qui est une des plus anciennes coopérations du monde, comme l'ambassadeur suédois l'a dit précédemment. Et nous sommes un des membres fondateurs des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Pour une petite nation, il est vital d'être un membre actif d'une coopération internationale, mais pas simplement pour notre propre prospérité, mais aussi pour les autres nations, pour qu'ils aient plus de voix variées autour de la table. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de plus de coopération mondiale, plus de solidarité mondiale sur le développement durable pour promouvoir la paix et la prospérité en même temps, parce que c'est vital pour nous tous et c'est ce qu'il faut préserver pour réussir. Merci de votre attention. Tous les sujets que nous avons abordés sont évidemment des sujets de coopération internationale, indéniablement, donc espérons que nous soyons à la hauteur des enjeux, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais comme le disait très justement Valérie Masson-Delmotte, aujourd'hui nous sommes pressés par le temps, donc à nous d'être en mesure de faire ce sommet Rio 60 plus 30 dans 30 ans avec plus des perspectives, on va dire, inquiètes, mais en tout cas la satisfaction d'avoir relevé nos manches et vraiment décidé d'avancer sur ce chemin
que nous connaissons. Nous avons les éléments maintenant, il faut être en mesure de délivrer. Alors, je suis désolé, nous allons conclure ici notre table ronde. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, d'échanger puisque nous avons pris trop de retard. La prochaine table ronde se tiendra à 16h05, donc dans une petite dizaine de minutes. Même pas, me fait-on signe. Donc, il nous reste à remercier notre panel d'intervenants pour leurs excellentes interventions. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Et donc la prochaine table ronde commence à 16h05.